3 jours après que le monde a commencé à se comporter comme un congélateur foutu, la tour d'appartement se dressait comme un navire fantôme au milieu d'une tempête de neige, complètement englouti par l'obscurité. Sauf à une fenêtre, où un humain solitaire bouffait des ailes de poulet comme s'il filmait un mukbang en pleine nuit. Notre protagoniste se cala dans sa chaise, les os qui craquaient, les doigts pleins de gras, et lança d'un ton détaché à la pièce vide, « Bon, c'est maintenant que les choses intéressantes commencent. » L'univers l'entendit. L'univers obéit. Immédiatement un clic, tout s'éteignit. Lumière, morte. Chauffage, mort. Espoir, en vacances. Tout l'immeuble fut avalé par un silence noir absolu, jusqu'à ce que les voisins, perdus, commencent à passer la tête par la porte comme des chiens de prairie en plein tremblement de terre. Et chez vous aussi, le courant a sauté ? Cria un voisin depuis le couloir. Y a plus d'eau non plus. Répondit une jeune maman en serrant un bébé qui était à 2 secondes de construire toute sa personnalité autour du fait de pleurer. Je ne peux même pas lui faire chauffer son lait en poudre. Un homme essuya la buée sur ses lunettes et murmura ce que tout le monde pensait déjà, il fait de plus en plus froid, si le chauffage ne revient pas, on ne tiendra pas, et ainsi, la panique commença à se glisser le long du couloir. Moins 30 degrés dehors. La neige bloquant toutes les rues. Aucun ravitaillement. Et la seule façon d'atteindre une boutique, c'était d'accepter au risque de finir en esquimau humain. Quelqu'un mentionna l'administration de l'immeuble. Les autres firent tous exactement la même tête, l'administration ? Dans cette économie, Jen, toujours avec un cure-dent coincé entre les dents, résuma parfaitement la situation, ils ne viendront sauver personne. Pendant ce temps, dans son propre appartement, le protagoniste faisait exactement l'inverse de paniquer. Il s'approcha de son fidèle générateur jaune, attrapa la poignée et murmura « Voyons si tu marches encore ». Une seconde plus tard à fouine. Une lumière chaude et dorée inonda sa fenêtre, comme s'il venait de redécouvrir le feu pour la première fois dans l'histoire de l'humanité. Les résidents levèrent les yeux vers cette fenêtre avec la même expression que des gens regardant quelqu'un recevoir un repas en livraison au milieu d'une famine. Madame Lin, emmitouflée dans une couverture à côté de son petit-fils, observa cette lumière soudaine et chuchota, les dents qui claquaient, comment on en est arrivé là ? Il y a 3 jours, tout allait bien, le groupe de discussion de l'immeuble n'arrangeait rien. Tout le monde déversait de la nostalgie apocalyptique en longs pavés de texte. Vous vous souvenez de cette tempête qui a presque fini avec tout le monde ? Plusieurs grandes villes se sont déjà effondrées. Il faut compter sur nous-mêmes, pas sur les autorités. Madame Lin lut les messages en sentant la peur remonter le long de son corps. Rien qu'en imaginant les gens paniquer, les magasins se vider, l'ordre s'effondrer, elle passa automatiquement en mode survie. Elle regarda son petit-fils. L'enfant, tremblant sous des montagnes de couverture, demanda d'une voix faible, « Mamie, pourquoi il fait si froid ? Quand est-ce que papa et maman rentrent ?» Madame Lin força un sourire et le serra plus fort contre elle. « Ils rentrent bientôt. »« Bientôt, d'accord ? Tout va bien. » Mais derrière ce sourire, sa mâchoire se crispa avec une promesse silencieuse, « Je dois le protéger. Quoi qu'il en coûte. » À un autre étage, Kin, son ami aux cheveux bleus et un certain voisin plein osa fixer le chat de l'immeuble. Un nouveau message apparut, encore une annonce de Madame Lin. La catastrophe est temporaire. L'eau sera rétablie bientôt. Merci de coopérer avec l'administration, sinon nous devrons signaler les mauvais comportements. La fille aux cheveux bleus lut le message, bouche bée. C'est vraiment à ce point-là ? Elle posa la question à Kin, qui fuyait la responsabilité comme si c'était contagieux. Aucune idée, répondit Kin en balançant son téléphone sur le côté. Mais franchement, quel ennui. Et cette vieille croit encore qu'elle est importante. Ailleurs dans l'immeuble, Zeng, affalé sur son canapé comme un roi sans royaume, vit passer le message de Lin et souffla du nez. Au lieu de taper sur son téléphone, elle ferait mieux de faire quelque chose. À ce moment-là, 2 parasites emmitouflés dans leur couverture se traînèrent jusqu'à lui. Grand frère Zeng, on fait quoi ? On n'a pas de médicament contre la fièvre, on ne peut pas sortir, la réponse de Zeng, fermez-la. Bande de déchets inutiles. Un vrai leader. Dans son appartement, le protagoniste venait de finir une session de jeux vidéo quand son téléphone vibra. Encore le chat de l'immeuble.
Encore des annonces de Madame Lin. Il lut la première, la tempête a touché tout le monde. Elle se terminera bientôt. Oui, bien sûr. Il lut la seconde, pour surmonter cette crise, nous allons collecter des objets dans chaque appartement et les redistribuer équitablement. Il s'arrêta. Redistribuer. Redistribuer. On aurait presque entendu un vieux hymne communiste en fond. Zeng, en lisant la même chose, eut un sourire mauvais. Ah, ça recommence, puis 2 messages privés de Madame Lin arrivèrent directement pour lui. À peine eut-il le temps de cligner des yeux qu'il s'affichait déjà, vous avez assez de provisions? Je sais que vous travaillez dans un entrepôt et que vous avez acheté 3 chariots pleins la semaine dernière. Nous devons tous aider en période difficile. Ses yeux se plissèrent. Dans sa vie précédente, cette conversation avait fini par le convaincre de donner généreusement ses réserves, ce qui avait mené à la faim, ce qui avait mené à se faire encercler par ses voisins, ce qui avait mené à, disons que ses côtes avaient terminé à des endroits où elles n'auraient jamais dû se trouver. Il appuya sur le gros bouton rouge d'appel. Bien sûr, répondit-il d'une voix douce. N'oubliez juste pas de mettre ma part de côté, une fois que vous aurez fait la collecte chez tout le monde. Il raccrocha avec un sourire glacé. Elle faisait partie de ceux qui m'ont conduit à la mort. En bas, le visage de Madame Lin se tordit de pure indignation. Comment ose-t-il? Il travaille dans un entrepôt. Il a des réductions. Il a plein de trucs inutiles stockés. Elle caressa la tête de son petit-fils, essayant de se calmer. Il faut que je réfléchisse. Je trouverai bien quelque chose. Son esprit calculait déjà, quoi prendre, comment le prendre, à qui soutirer en premier. Quand elle appela Zeng un peu plus tard, elle tenta une nouvelle approche, la réprimande autoritaire. Vous êtes responsable de l'entrepôt. Vous n'avez même pas besoin de nourriture. C'est un ordre du comité. Zeng continua à mâchonner son bâtonnet, imperturbable. Parfait. Alors commence par m'envoyer des nouilles instantanées. La mâchoire de l'un se décrocha. Comment osez-vous? Je représente le comité. Si vous refusez. Zeng la coupa. Débrouillez-vous. Je vous attends chez moi. Le silence après ce clic fut légendaire. Madame Lin jeta son téléphone sur la couverture. Elle était en ébullition totale. Comment je suis censé gérer un type comme ça? Elle pensa même à rassembler les résidents pour le mettre sous pression, mais réalisa vite que si elle encourageait les gens à désobéir, tout le monde pourrait s'y mettre. Et ça ferait exploser tout son plan. Dehors, la lune observait la ville ensevelie comme un témoin impuissant. La neige continuait de tomber sans discontinuer, engloutissant le monde. Notre protagoniste regardait les caméras de sécurité en aspirant ses nouilles. Les provisions s'épuisent plus vite par des températures négatives. Les gens paniquent, font des erreurs, se retournent les uns contre les autres. La dernière fois, tout le monde a cru à l'illusion que l'administration viendrait les sauver. Elle n'est jamais venue. Le monde extérieur était déjà en chaos. Soit il aurait assez à manger pour survivre, soit il redeviendrait une proie. Le chat sonna de nouveau. Un voisin suppliait Madame Lin de distribuer les provisions. Elle répondit avec du poison enveloppé dans de la gentillesse, une distribution centralisée garantit que tout le monde ait une chance de survivre. Pendant ce temps, enfoncée dans sa couverture, elle marmonna pour elle-même, bande d'idiots. Tout ça, c'est à moi. Elle regarda les montagnes de nourriture chez elle, celles qu'elle avait confisquées aux autres, celles qu'elle avait obtenues en manipulant les gens. Son petit-fils tira sur sa manche. Mamie, téléphone, elle s'attendait à une plainte de plus. Mais le nom sur l'écran la surprit. Zeng. À peine eut-elle décroché qu'il commença à l'accuser d'accaparer tout, de faire semblant de distribuer alors qu'elle remplissait juste ses placards. Elle se racla la gorge, gonflée de fausse indignation. Je ne fais que mon devoir. J'ai besoin d'une validation avant d'envoyer quoi que ce soit. Zeng laissa échapper un rire sec. Tu viens de rentrer les bras chargés de sacs de nourriture. Puis la menace tomba froide et précise, envoie des vivres. Maintenant. Madame Lin essaya de gagner du temps. Mais Zeng rassemblait déjà du monde. Si tu ne donnes rien, prévint-il, je débarque avec quelques gars. Et on se servira nous-mêmes. Quelques minutes plus tard, la porte vola presque de ses gonds. Les voyous entrèrent avec des battes à la main. Madame Lin hurla en protégeant son petit-fils.
Vous n'avez pas le droit d'entrer. C'est illégal. Zeng lui colla une gifle, rien de graphique, juste assez pour la faire taire et dit, tu as trompé tout le monde. Tu as manipulé tout le monde. Il est temps de payer. Depuis son appartement, le protagoniste regarda toute la scène sur la caméra en mordant dans une saucisse. Eh bien, elle a creusé son propre trou. Il prit son téléphone et ricana. Je le poste sur le groupe? Ça promet d'être drôle. Il mit la vidéo en ligne. Les commentaires tombèrent en rafale, bien fait. Elle nous a menti. Celui avec la batte, il envoie. Appelez la police. Zeng lut les commentaires et haussa les épaules. Ils n'ont même pas compris ce qui se passe. D'autres messages suivirent, quelle honte. Dénoncez-la. Elle l'a bien mérité. Le protagoniste plissa les yeux. N'importe lequel d'entre eux pourrait être le prochain. Zeng se contenta de souffler du nez. Peu importe. C'est pas mon problème. Puis un autre message de Madame Lin apparut. Le protagoniste cligna des yeux. C'était une supplication, quelqu'un a des médicaments hémostatiques? Des antibiotiques? Mon petit-fils est blessé. La docteure Zhou a besoin de médicaments pour l'opérer. Tout le couloir se glaça. Une nouvelle figure entra en scène. La docteure Zhou. Blouse blanche, regard sûr, le genre de personne qui reste calme au milieu du désastre. Zeng murmura, elle va vraiment faire une opération en plein blackout? Le chat resta muet. Puis la docteure Zhou écrivit, si quelqu'un a des médicaments, je vous en prie, apportez-les. Le protagoniste se renversa contre le dossier de sa chaise. Il la connaissait. Dans sa vie précédente, elle faisait partie des rares qui avaient vraiment sauvé des gens. Madame Lin demanda encore une fois. Mais les gens se mirent à rire. Enfin le retour de bâton. Karma. Maintenant, elle veut de l'aide, hein? Zeng ferma les yeux. La femme qui ne parle jamais, en train de demander de l'aide pour son petit-fils devant tout le monde. Puis, en regardant la tempête dehors, il ajouta, peut-être qu'il survivra, mais cette tempête, elle, va durer très longtemps. La neige continuait de s'amonceler. Le rez-de-chaussée était presque entièrement enterré. Une fille se prit la tête entre les mains, paniquée. La tempête ne s'arrêtait pas. Les températures avaient atteint des niveaux absurdes, certaines régions descendaient à moins 100 degrés. Des villes entières étaient enterrées vivantes. Et c'est là que le désespoir prit le contrôle. Quelqu'un proposa d'acheter des nouilles instantanées dans le chat. À un prix ridicule. Un autre offrit le double. Les gens se réjouirent. Le protagoniste eut un rire sombre. Ces naïfs croient encore que l'argent sert à quelque chose. Un riche habitant du dernier étage écrivit, je paie 2000 pour des nouilles instantanées. Écrivez-moi en privé. Le protagoniste fixa l'horizon blanc. L'argent ne valait plus rien. Seule comptait la survie. De plus en plus de gens suppliaient pour de la nourriture. Une mère célibataire, avec un bébé hurlant dans les bras, demandait de l'aide, plus de lait en poudre. Le protagoniste lut son message avec une expression compliquée. Dans sa vie passée, elle s'était battue jusqu'au bout pour son fils. Ce n'était pas juste une mère sans défense. Elle deviendrait dangereuse si on la poussait trop loin. 10 jours plus tard, 2 filles l'appelèrent en visio. Visage livide, lèvres violacées, enroulées dans des couvertures comme des cadavres ambulants. Zang, d'où tu sors toute cette nourriture? Il fait chaud chez toi? Il montra la cheminée. Ça aide. Qin battit des cils d'un air exagéré. On pourrait te rendre visite, ça fait si longtemps, tu me manques, il fronça les sourcils. Il gèle autant ici que chez vous. Restez chez vous. L'image se figea. Le sourire disparut. Qin explosa, on est en train de crever de faim. On gèle. Si tu ne comptes pas aider, arrête au moins de nous le jeter à la figure. Il répondit calmement, alors trouvez-vous un autre idiot prêt à se sacrifier pour vous. Et il raccrocha. Qin jeta son téléphone. Il a vraiment pris la grosse tête. Son ami soupira. On aurait dû s'en rendre compte plus tôt. Maintenant on ne peut plus rien obtenir de lui. Les deux se mirent à se disputer et littéralement pendant que l'apocalypse dehors ne faisait qu'empirer. Le réseau électrique de la ville mourait quartier par quartier, mais dans l'appartement du protagoniste,
la télévision clignota juste assez pour afficher les dernières annonces du gouvernement. La journaliste avait l'air de ne pas avoir dormi depuis 3 jours, maquillage qui coulait, voix tremblante, sourire maintenu au défibrillateur. L'électricité sera fournie 1 heure par jour, et cette fameuse heure ? Entre 1 heure et 2 heures du matin. L'efficacité au sommet. Elle expliqua comme si le monde entier ne l'avait pas déjà compris que les centrales principales tombaient en panne les unes après les autres. Le carburant n'arrivait plus. Et le réseau national ne tenait plus que par miracle. Le protagoniste but son vin comme s'il regardait une série dont il connaissait déjà la fin. Même le gouvernement n'arrive plus à camoufler à quel point tout est foutu, il vérifia les chats. La réaction était exactement celle qu'il attendait, panique. Marchandage. Des gens prêts à acheter des nouilles à 5 000. 5 000. Il se massa les tempes. Le monde s'écroule et ces imbéciles pensent encore que l'argent, c'est l'objectif final. Dehors, il ne neigeait plus, ça tombait en rideaux. Des cascades. Comme si le ciel essayait d'effacer la ville morceau par morceau. Il sortit sur le balcon. Le vent glacial lui fouetta le visage, mais il ne le sentit presque pas. La neige couvrait déjà la plupart des fenêtres du premier étage. Il expira un long nuage de vapeur blanche. Peu importe la peur que je ressens, murmura-t-il. Je dois rester en vie. Pendant ce temps, dans un petit appartement pauvre éclairé à la bougie, Madame Lin tenait son petit-fils dans ses bras, les yeux pleins de larmes. Le garçon Xiaoyu gémissait de douleur à cause de sa blessure. La docteure Zhu, une aiguille à la main, faisait ce qu'elle pouvait avec le peu dont elle disposait. Ça va prendre du temps, dit-elle d'un ton calme, alors que tout hurlait le contraire autour d'elle. Dans une autre pièce, Qin et son amie étaient recroquevillés, tremblantes, le visage pâle, le ventre qui criait famine. La tension entre elles devenait de plus en plus lourde. Jusqu'à ce que l'ami explose, tu crois qu'on va demander de l'aide à qui maintenant ? À qui, si ce n'est à ce crétin de Zhang ? Qin détourna le regard. Ne prononce même pas son nom, cracha-t-elle. Il m'a humilié. Son ami haussa les épaules. Et maintenant, on n'a plus le droit de toucher à quoi que ce soit qui lui appartient. Qin serra les poings. On va s'en sortir. D'une façon ou d'une autre. Il ne fallut même pas 1 heure pour que Zhu Peng défonce la porte de la chambre, la voix rauque, débordant de colère. Dès qu'il entra, Qin se mit à pleurer jouant la tragédie du siècle en racontant que Zhang les avait insultés, qu'il fait froid, qu'elles ont faim, qu'elles sont sans défense. Et en plus, il a voulu profiter du fait qu'il a de la nourriture et de l'eau pour se rapprocher de moi, sanglota Qin. Les yeux de Zhu se durcirent. Ses poings se crispèrent. Il a humilié 2 filles ? En pleine crise. Qin s'accrocha à son bras pour accentuer le dramatique. On a juste besoin d'un moyen d'entrer dans son appartement. Une fois à l'intérieur, on partage tout, le pigeon goba l'hameçon en entier et déclara « Laissez-moi faire. Je m'en occupe. » Et tous les 3 s'engagèrent dans le couloir, leur souffle transformé en nuage blanc, leur pas résonnant avec un mélange de peur et de courage emprunté. Ils s'arrêtèrent devant la porte du protagoniste. Zhu frappa fort. À l'intérieur, le protagoniste regarda l'écran de la caméra. Zhu, pourquoi ? Puis il vit les 2 filles derrière lui. Armées. Un sourcil tressaillit. Ah. Oh. Ils viennent pour me tuer. Il se mit en mouvement sans hésiter, ouvrit des tiroirs, attrapa des récipients, alla dans la salle de bain, remplit une poubelle d'eau. Ses gestes étaient rapides, précis, comme s'il avait déjà vécu cette scène. Zhu frappa de nouveau. Zhang, il faut qu'on parle. Ouvre la porte. On doit s'entraider. Le protagoniste plissa les yeux en regardant la caméra, reconnaissant la fausse sincérité, la faim dans leur regard et la manière dont les filles serraient leurs armes improvisées. Si vous êtes dans un état aussi grave, dit-il finalement de l'autre côté de la porte, je peux aider. Les 3 affichaient déjà un sourire de victoire. Comme s'il était trop idiot pour voir le piège. Ils n'avaient aucune idée de ce qui allait leur arriver, en pleine figure. Le protagoniste leva le tuyau d'arrosage vers l'interstice de la porte. Une seconde de silence, puis une vague d'eau glacée, grise, dégoûtante et pleine de saleté les inonda d'un coup. Les filles hurlèrent en trébuchant en arrière. Qin faillit s'étaler par terre.
Son amie cria comme si elle venait de marcher sur une mine. La mâchoire de Zhou se crispa tellement qu'on aurait cru qu'une dent allait casser. Tous les trois étaient trempés, tremblants de choc et de dégoût. Zhou frappa la porte du poing. Zhang. T'es complètement taré? Je vais te tuer. À l'intérieur, le protagoniste se contenta de sourire. Vous auriez dû réfléchir à 2 fois avant d'essayer de me voler. Zhou se tut. Il essaya de tourner la poignée. Les filles déglutirent, il allait vraiment? Puis un crépitement électrique retentit. Pas un éclair tombé du ciel, une grosse décharge qui traversa la poignée. Zhou se tendit d'un coup et s'effondra au sol avec un gémissement étouffé. Rien de mortel, rien de graphique, mais largement assez pour le mettre hors service. On aurait dit une poupée bon marché dont on venait d'enlever les piles. Le protagoniste surveilla la scène sur la caméra. Il sort d'où, tout ce stock d'idiots? À ce rythme, la bêtise doit être transmissible par l'air. Il se renversa sur sa chaise, les mains derrière la tête. Honnêtement, je n'ai aucune envie d'ouvrir cette porte un jour. Je vais juste m'asseoir ici et regarder ce qui va leur arriver. Il était calme. Beaucoup trop calme. Comme quelqu'un qui a compris la valeur de survivre et l'utilité d'être cruel dans un monde cruel. Dehors, les 2 filles traînèrent Zhou plus loin, tremblantes, le couloir semblant encore plus glacé comme si l'immeuble lui-même les rejetait. Et dans la chambre du protagoniste, une lumière chaude fendait l'obscurité, nourrie par le générateur. Il regardait les écrans, voyant la neige enterrer le monde centimètre par centimètre. Voyant les voisins se trahir. Voyant la peur se transformer en avidité, puis en violence. Dans sa vie passée, il était mort parce qu'il avait fait confiance. Cette fois, il survivrait précisément parce qu'il ne ferait plus confiance à personne. Il inspira lentement. Que le monde gèle, murmura-t-il. Moi, non. Et sur ces mots, l'image se referma, un homme observant le monde à travers des caméras, cramponné à la chaleur pendant que tous les autres se faisaient engloutir par le froid. Un survivant. Un stratège. Un homme qui a refusé d'être la proie.